ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Mahamat Assilé Kalata, bonjour. Bonjour. Le 24 juin passé, vous étiez devant le Sénat pour répondre aux préoccupations de mesdames et messieurs les sénateurs. À la sortie de cette séance, vos déclarations ont créé ce qu'on peut appeler une polémique. Ça a touché beaucoup de monde, ça a créé beaucoup de réactions. Concrètement, qu'étiez-vous allé faire devant le Sénat? Merci. Je remercie quand même Tchad Info d'être venu jusqu'à moi pour avoir mon point de vue. On ne part pas au Sénat comme ça. On va au Sénat quand on est convoqué par le bureau de sénateur sur un problème technique, un problème à caractère politique. Et tout ministre convoqué là-bas est astreint de répondre très clairement et en toute transparence aux questions posées. Le mobile même de cette interpellation était sur le problème de l'urbanisation urbaine, entre autres. Mais de fil en aiguille, plus on leur donne les éléments de réponse qu'il faut, et plus ça en crée d'autres. Ça en crée d'autres, et sans compter ceux qui viennent avec leur propre agenda et qui essayent de vouloir mettre en mal un ministre ou celui qui est convoqué. De toutes les façons, on est obligé de répondre et en toute transparence. Et ça a été mon cas. Maintenant, je ne vois pas la polémique où est-ce qu'elle est. C'est vrai que de façon juxtaposée, les réseaux sociaux en font leur chou gras parce que pourquoi tu as dit ça? Donc, si tu dis ça, tu t'attaques à ça. Et si tu dis ceci, tu t'attaques à ça. On essaie de personnifier le débat. Mais je pense que pour notre pays, un pays assez particulier, que le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno fait tout de son possible pour que les choses partent vers le haut. Mais malheureusement, on a des gens qui veulent tirer vers le bas. Est-ce que vous vous attendiez à la sortie de cette séance que ça allait créer autant de réactions? Non. C'était un exercice normal, un peu plus normal. Normal. Et je suis allé avec la ferme volonté d'être transparent et de dire ce que c'est. Je ne réponds que par rapport à la réalité du terrain. Je ne suis pas un ministre qui s'enferme dans son bureau et qui claque du doigt, faites ceci, faites cela. Parce que les remontées d'informations, assez souvent, ne sont pas crédibles. Donc, vous allez de votre propre chef sur le terrain, vous regardez, vous vous assumez et vous prenez les décisions qui s'imposent. Voilà si, par rapport à la première question, j'ai pu répondre, mais en somme, il n'y a pas de polémique. Bien. À la suite de cette séance-là, de cet exercice-là, vous avez affirmé sur votre page Facebook que c'était un exercice de vérité, c'était un moment de vérité. De quelle vérité parlez-vous? Qu'est-ce que vous avez affirmé ce jour-là devant le Sénat que les Tchadiens ne connaissaient pas d'ailleurs? Non, ils le connaissent, les Tchadiens. Mais pourquoi vous avez appelé ça un moment de vérité? Oui, pour moi, c'est un moment de vérité. Le dire par ma bouche sur l'aspect officiel ou semi-officiel, c'est une épreuve de vérité. C'est pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est pas un technicien qui parle, c'est le ministre qui le dit avec tous les éléments de preuve qui y sont. Vous voyez? C'est pourquoi je dis c'est un exercice de vérité. Mais le problème qu'il y a bien sur ce dont on avait parlé, toute personne lambda le sait. Toute personne lambda le sait. Les questions posées sur les réserves de l'État, on sait qui les occupe. Peut-être parce que je suis tranchant en disant qui est qui fait quoi, ça peut déranger. Mais écoutez, nous, on a des missions, des prérogatives, et on travaille pour le pays et pour le chef de l'État, et on fera tout pour que la vérité éclate. Nous ne sommes pas là venus pour faire semblant et partir. Donc vous êtes parti confirmer toutes les rumeurs qui circulent? Je n'ai pas confirmé les rumeurs, j'ai confirmé la vérité de ce qui se passe réellement. Vous savez, je ne fonctionne pas avec la rumeur. Il y a un adage bien dit qui le dit,
qui va avec le vent a instinct de feuilles mortes. Et moi, je ne suis pas le vent. J'ai dit la vérité. C'est quoi la vérité en un mot? Que le ministère ne va pas? La vérité, c'est vrai, c'est qu'on a au sein du ministère des agents véreux qui font tout pour remplir leurs poches au-delà de ce que l'État doit avoir. Ça fait des mois que vous dénoncez cela. Ensuite, il y a aussi quelques magistrats véreux qui aussi fonctionnent en réseau avec les nôtres, d'accord, et peut-être d'autres aussi. Et donc, c'est un réseau bien huilé qui est là depuis longtemps, de dizaines d'années, que nous sommes en train de chercher à démanteler petit à petit. Donc, voyez-vous, c'est pas que, avant que je ne vienne, je ne pense pas qu'il y a aussi des dénonces de cette façon-là, même si, comme vous le dites, autant de gens le savent. Mais on ne le dit pas, on le dit sous cap, on le dit entre guillemets, mais on ne le dit pas franchement. Parce que toute chose dite de façon franche permet de trouver une solution. Ça, c'est la définition. Donc, c'était une première étape pour vous de le dénoncer. Absolument. Il faut dénoncer et il faut chercher maintenant à y amener des solutions. Mais la solution, c'est pas pour demain. Non. Vous savez, au Tchad, on veut tout de suite. Tout et tout de suite. Nous n'avons pas cet exercice ou cette méthode qui dit que il faut prévoir et il faut travailler. Le Tchadien se lève tout de suite, il regarde quelque chose, il filme, il envoie sur les réseaux. Il veut des résultats tout de suite. Ce qu'on oublie, c'est que toute chose a besoin de travail. Toute chose a besoin de méthode. Au-delà de nous, ministres, ou du Premier ministre, le chef de l'État travaille nuit et jour. Il essaye, avec la vision qui est la sienne, de dire attention à ceci, attention à cela. Et nous prenons le train en marche pour le faire. Quand on dénonce quelque chose, c'est pas qu'on n'écoute pas. Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on recherche? Non, oui, je parle des dénonciations franches, pas les polémiques désuètes qu'on fait ça et là. Là, on a écouté. De toutes les façons, on est au service du peuple tchadien. On a écouté et on cherche les voies et moyens pour pouvoir résoudre ce problème. Monsieur le ministre, permettez qu'on aille un peu en profondeur du sujet. Vous avez affirmé, toujours dans le même sillage, que le développement urbain ne peut s'improviser. Construire une ville, c'est pas de l'improvisation. Qui improvise, selon vous, en tant que responsable, quand vous dites ça? Non, ceux qui pensent assez souvent et qui jettent l'anathème sur ceux qui exercent le pouvoir en disant « oui, vous savez, vous devez faire ça » et vous n'avez pas pu faire. Il suffit que quelqu'un prenne son avion, il va juste dans un pays tiers, il regarde et il le calque sur notre pays. Ils sont en droit de le demander? Ils sont en droit de le demander, mais ça ne s'improvise pas, madame. Pour pouvoir faire une ville... Il faut combien de temps? Il faut 10 ans, 15 ans. Si vous prenez un mais le Tchad n'a pas 10 ans. Pardon. Quand vous prenez le cas de l'Égypte, quand vous prenez le cas de Turquie, quand vous prenez même le Sénégal avec Damna Diop, ça n'a pas été fait en 48 heures. C'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est dans la durée que les choses se font. Mais les gens veulent que tout de suite, il faut le faire. Et quand on commence à le faire, vous savez, on fait pas des omelettes sans casser d'œufs. Et quand on veut le faire, ils ne l'entendent pas. Non, on nous bloque. C'est pas ceci. On mélange avec la politique et on cherche à toucher au cœur par les sentiments X ou Y et on est bloqué. Et c'est les mêmes qui sont très critiques envers nous quand on veut faire les choses. Vous parlez des personnes dans vos rangs ou de la population? Non, au sein de la population en général. C'est légitime. Chacun veut voir son pays beau, chacun veut voir que la jeunesse s'épanouit, mais tout se fait dans la construction. Ça ne s'improvise pas comme ça, madame. Ça ne s'improvise pas. Donc il faut du temps. Absolument. Il faut du temps. L'autre versant de la question également, c'est que vous dites souvent manquer de moyens. Vous savez, au niveau des moyens, ça aussi, l'exercice est arrivé au Sénat. Les moyens peuvent venir
de partout. Ce n'est pas absolument les ministères des Finances seuls qui débloquent les moyens et qui, raison gardée, on travaille avec la Banque mondiale qui vient avec ses moyens et qui propose et on va avec. Donc quand on dit on n'a pas de ressources, on n'a pas les moyens, ce n'est pas indexer le ministre des Finances. Et d'ailleurs, je n'en ai pas cité le nom, mais il faut comprendre que les moyens peuvent venir de différentes sources. Ils peuvent également venir du ministre. Excusez-moi, oui, peut-être. Mais il ne faut pas qu'on voit dans cet aspect-là, tout de suite quand tu le dis, le ministre qui le dit, donc il est contre le ministre des Finances, il est contre le ministre tel. Oh, j'ai entendu dire même que, ah oui, donc Assilek est avec Sabre, et donc ils sont contre le ministre. C'est pas le cas? Non, c'est pas le cas du tout. Du tout. Quand j'avais dit on n'a pas de ressources, je répondais à monsieur Foula, d'accord? Et là, je l'ai indexé directement. On sait exactement ce que Foula a fait quand il a géré la mairie de N'Djamena. Tout le monde le sait, les Tchadiens le savent, qu'il a géré la mairie de N'Djamena comme sa propre poche. Et j'étais étonné de le voir encore, lui, qui dit que nous sommes intéressés par des milliards. Les milliards, nous ne les avons pas, tout comme la sénatrice qui nous a dit qu'on avait 152 milliards qui dorment dans notre ministère. J'aimerais bien qu'elle vienne nous montrer parce que 152 milliards peuvent faire beaucoup de choses. Donc voilà, j'étais étonné. Donc le problème de ressources, pour y revenir, peuvent venir de partout. Deuxième chose, sur cet aspect ressources, moi, je ne suis pas de ceux qui vont à l'Assemblée ou au Sénat pour s'attaquer à un membre du gouvernement. Je reste solidaire de mon gouvernement avec ses hauts et ses bas. S'il y a des choses, on les gère en conseil de cabinet, on les gère en conseil de ministre. Le Premier ministre est là, sage, pour nous montrer comment le chemin a du lieu. Si le chef de l'État veut aussi nous montrer le chemin, il faut qu'on le fasse. Le linge sale, pourquoi, monsieur le ministre, madame, le linge sale, c'est lave en famille. Pourquoi avoir dit qu'on ne peut pas faire de miracle à main nue, je vous cite, et que vous avez poursuivi en disant on ne va pas tout le temps supplier la Banque mondiale en disant donnez-nous, donnez-nous. Ce sont vos mots. C'est une question de quoi parlez-vous? Non, c'est une question de fierté propre. Quiconque, aujourd'hui on a l'exemple de la Banque mondiale, mais il peut être autre chose, d'autres canaux de ressources, d'accord? Vous avez employé le mot quémander. Pardon, oui, nous on est l'État tchadien. Attention, et l'État tchadien n'a pas l'apanage d'aller à chaque fois demander à un partenaire viens faire ça, viens faire ça. Nous avons notre fierté. C'est en cela que j'ai dit on va pas passer le temps à quémander. Et donc normalement les ressources devraient venir de quelque part, d'autres que la Banque mondiale. Les ressources sont immenses. Ils peuvent venir de partout, comme je l'ai dit. Ça peut venir du ministère des Finances, parce que c'est inscrit sur la ligne du budget. Ça peut venir des partenaires, des différents partenaires, et les ressources peuvent venir de partout. Alors, où se situe le problème? Qu'on ne maligne pas sur l'humeur ou la dépendance d'un tel, parce qu'il a un problème avec X, alors moi, on essaie de me mettre dans cette même moule. Non. Je fais avec les moyens de bord, c'est pourquoi j'ai dit, on ne fait pas les choses à main nue. D'accord? Et c'est vrai. N'importe qui au gouvernement, aujourd'hui, s'il n'a pas les moyens, il ne peut pas faire les choses à main nue. Nous sommes un ministère transversal. Et on fonctionne aujourd'hui d'une manière très concrète. Et s'il faut aller chercher à régler tous les problèmes, et c'est notre avis, d'accord? Des fois, on essaie de régler les problèmes sans pour autant que ça remonte même plus haut, d'accord? Et là, il faut qu'on cherche les voies et moyens de pouvoir faire cela. C'est pourquoi je dis on ne peut pas le faire à main nue. Qu'est-ce qui dit que... Mais en amont, vous n'avez pas de ressources, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui dit qu'en amont, quand il faille demander au ministre des Finances, par exemple, de mettre à notre disposition quelque chose, qu'est-ce qui dit que non, l'État même, peut-être dans les caisses, à ce moment-là, l'argent n'y est pas.
C'est possible. Donc, il faudrait vraiment qu'on réponde. Êtes-vous en train de dire que vos besoins dépassent le budget qui vous est alloué? Des fois, ça arrive. Des fois. Des fois, ça arrive. Des fois, on n'a même pas besoin d'argent pour réaliser quelque chose. Dans notre pays, je vous dis, on a appris aux gens et on a carrément institutionnalisé ça. Je suis fonctionnaire. J'ai mon salaire. Et dès qu'on vous dit, on vous programme de façon entre ministère et ministère, travaillez-nous ça pour faire ça, les gens vont vous faire un budget alors qu'ils ont leur salaire. Ou bien des perdièmes alors qu'ils ont leur salaire. L'aspect aimer le pays a complètement dégagé. Il y a des choses, on le fait par l'amour du pays. Donc c'est aussi un problème de gouvernance. Excusez, non, ce n'est pas un problème de gouvernance, c'est une question de prise de conscience. Vous voyez, moi je fais partie peut-être de la mini-vieille école qui ne pense pas simplement argent, argent, argent à tout faux. Je viens de ceux qui disent il faut aider le chef de l'État des fois avec le cœur et l'amour de la patrie. Et donc quand je vois les gens tout de suite vous leur demandez de faire un travail intellectuel, per diem. Vous leur demandez de faire un travail technique, per diem. Et vous êtes obligé d'aller creuser là où il ne faut pas pour pouvoir sortir l'argent. D'abord, ils le font. Et souvent, je leur dis, vous devenez mercenaire, en quelque sorte un mercenaire, hein, pour le développement de votre propre pays. Monsieur le ministre, permettez-moi de récapituler. Le problème ici ne concerne pas uniquement les ressources, parce que les ressources, selon ce que vous dites, peuvent venir de partout, y compris du ministère des Finances et également des partenaires. Pourquoi vous indexez toujours le fait qu'il manque de ressources? Où se situe le problème du moment où les ressources devraient venir de partout? J'insiste là-dessus. Oui, parce qu'il faut cravacher, même si c'est avec les partenaires, il faut cravacher pour aller chercher ces ressources-là. C'est la logique? Normalement, pour moi, c'est pas une logique. Tout comme les partenaires peuvent avoir leur raison, etc., de ne pas pouvoir tout de suite nous lâcher les choses pour qu'on travaille. Il faut des études, il faut regarder, il faut analyser avant que tous on soit ensemble. Mais il est évident que si on veut aller toucher du but aujourd'hui les choses, il nous faut des ressources. Et j'ai dit bien pour conclure sur ces sujets, les ressources viennent de partout. Ça ne vient pas que des finances. D'aucuns pensent que vous prenez beaucoup de temps à expliquer vos difficultés qu'à donner des résultats. Je ne vois pas qui, puisque à mes oreilles et aux oreilles de mes cadres et techniciens, je ne fonctionne qu'avec des résultats. Si vous voyez un peu ici, dans ce ministère, on communique sur tout ce qu'on fait en fonction des résultats. Peut-être la population ne les voit pas? Exceptionnellement. Il ne faut pas croire aussi que au sein de nous-mêmes, il y a quelques aspects hypocrites, ingrats, qui pensent que non, il faut clouer tel ou tel ministre ou le Premier ministre, il faut les clouer au bec en disant ceci, alors que non. Donc ce n'est pas réaliste, c'est juste égoïste? Oh, absolument. Il y a des choses aujourd'hui qui sont visibles à l'œil de la population. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement ne travaille pas. Il y a des choses où on travaille en amont et en sous-marin jusqu'au jour où cela réussit. Je prends un exemple sur le problème d'énergie. Depuis que le chef de l'État, le maréchal Mamadi Déby, est en fonction, je ne pense pas qu'il y ait un président de la République qui a fait beaucoup pour l'énergie. Mais vous entendez que la population dit souvent « Ah, on n'a pas d'électricité, on n'a pas ceci », comme si en un jour, les choses peuvent changer. Mais concrètement, ils n'en ont pas. Oui, mais on ne peut pas aussi lui mettre sur la tête des défaillances qu'il y a 50 ans. Est-ce que vous voyez? Il y a 50 ans, les gens ne se sont pas occupés de ces problèmes-là. C'est pas maintenant on lui demande de résoudre tout ça. Depuis qu'il est là, combien d'entreprises étrangères sont installées dans notre pays? Mais l'État, c'est pas un individu, monsieur le ministre. Oui, l'État n'est pas un individu, d'accord. Mais l'État fait les choses en fonction des projections. Donc, tout ce qui n'a pas été fait, voilà une cinquantaine d'années, parce qu'on est président de la République, parce qu'on est ministre, parce qu'on est Premier ministre, non, il faut le faire. Maintenant, si vous ne le faites pas, vous êtes incompétent.
Non. Ça traduit peut-être une fatigue, un épuisement qui a duré beaucoup. Oui, je comprends. Peut-être des frustrations, mécontentement, etc., etc. Je note simplement que l'énergie est importante pour le pays, mais il faudrait aussi qu'on ait. Là, on analyse et avant de pouvoir rapidement attaquer ou contre-attaquer. On ne peut pas faire les choses comme ça parce que, ah, donc lui, il est ministre, ok, bon, il va voir, on va voir ce qu'il va faire. Ah, celui-là, il est président, on va voir ce qu'il va faire. Il faut qu'on soit tous solidaires d'une méthode. D'accord? Et c'est comme ça que les gens réussissent. Sinon, je suis sûr, la population va continuer à parler. Ceux qui veulent attaquer vont continuer à attaquer. Mais ils seront surpris parce qu'en fin de mandat, ils verront très clairement ce qui a été réalisé. C'est une promesse, monsieur le ministre. Oui, je le promets. Et vous allez voir, d'accord, qu'en fin de mandat, que jamais un régime ne s'est impliqué dans le facteur de développement comme ce régime de la 5e République. Sur quoi comptez-vous pour dire ça? Sur ce qui est en train d'être fait. L'énergie, l'élevage, la nouvelle politique foncière qui régit aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, au-delà de celui qui est de 1967, autant de choses qui se mettent en place. Aujourd'hui, on a des institutions comme le Sénat. Avant, il n'y a que l'Assemblée. Et encore, aujourd'hui, on a le Sénat. Cela démontre carrément comment les choses sont en train d'être mises en place. Mais même avec ça, les choses ne peuvent pas être faites en 48 heures. Il faut donner le temps, il faut trouver l'argent, et à partir de là, on peut mécaniquement aller de l'avant. Il a été également question du foncier. Les conflits fonciers se multiplient. Vous l'avez dit, vous avez connaissance de tous les dossiers mieux que nous. Il y a peu, à Toukra-Mousgoum, quelque chose s'est passé, un dossier qui est brûlant, qui alimente l'actualité aujourd'hui. Des personnes ont été déguerpies entre vous et la mairie du 9e. C'est pas la bonne ambiance. Racontez-nous qu'est-ce qui se passe exactement. Quel est ce dossier? Ce dossier-là, madame, d'abord, je vous le dis, moi, je n'ai pas tendance à aller avec des doutes. Dans un premier temps, on me fait remonter que ce terrain est une réserve. Vous savez très bien, moi, ma compréhension sur les réserves de l'État, c'est qu'il y a l'État revient à l'État. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez carrément une commission là-dessus. S'il vous plaît. Ensuite, une autre mission vient me dire, ah, monsieur le ministre, sur ce terrain, au temps du maréchal Déby Père, paix à son âme, on a restitué une partie du terrain à Samafou, à monsieur Samafou Baba. Je ne connais pas qui c'est. Et ensuite, encore une autre mission technique me dit, oui, monsieur le ministre, sur ce même terrain, je pense que nos équipes ont fait n'importe quoi. Pourquoi? Oui, il y a quand même une certaine population qui est sur ce terrain-là bien avant qu'elle ne soit déclarée réserve. Moi, en tant que ministre, j'ai besoin de tirer les choses au clair. La mairie centrale et la mairie du 9e... On est bien d'accord que les 3 missions viennent de vos équipes, vos techniciens? Pas ça. Viennent un peu de partout. Nos équipes ont dit que c'est une réserve pour après dire attention, il y a une partie, d'ailleurs il y a les écrits, a été cédée à M. Samafou Baba. Okay. Ensuite, quand je n'ai pas une lecture claire, je vais revenir à ce que vous avez dit, je ne vais pas avec le vent, parce que la rumeur dit que c'est une réserve, parce que ceux-là disent non, non. Non, je veux voir clair avant d'intervenir. Quand on touche à la population, c'est sensible. Ce jour-là, j'étais en tournée sur les différents sites de la capitale, d'accord, en amont. Si on a une inondation, il faut qu'on soit prêt. J'étais allé voir les stations de pompage, voir les curages de caniveaux, est-ce que les choses ont été faites, est-ce que la terre a été ramassée, etc., etc. Les engins et les moyens donnés par la Banque mondiale, est-ce qu'ils sont stationnés au bon endroit, et est-ce que ce matériel-là est entretenu
de bonne manière, etc. Et boum, j'entends dire qu'on a déguerpi telle population, on a cassé tel endroit. Si ceux qui veulent casser étaient passés par nous, qu'on regarde clairement d'abord, avant d'aller faire cet exercice, il n'y aura pas de polémique. Ceux qui ont cassé pensent qu'ils ne devraient pas vous rendre compte. Oui, si vous voulez. Et donc là, je dis bien, non, on a un comité qui est là, qui s'occupe des réserves, d'accord, mis en place par le Premier ministre, sur instruction du chef de l'État. Il faut qu'on fasse les choses bien. Mais ce jour-là, quand j'ai vu que ça partait de partout, que des vieux, des femmes, des enfants étaient à la rue, d'accord, et ça touche un problème foncier, il me faut, moi, tout de suite trouver une solution. Je reviens à vous encore pour dire qu'on n'improvise pas. Donc, j'ai dit à mes équipes, allons-y voir sur place. J'arrive sur place, je trouve une situation désolante. Désolante. Les maisons sont cassées. Les maisons sont cassées, des matelas sur des immondices de bois, des planches, etc. Des vieilles femmes en train de pleurer, des enfants de bas âge, la même chose, des vieilles personnes, et ensuite des gens, bien dans leur peau. Je pose la question, non, on nous a cassé nos maisons, on nous a ça sans nous prévenir, ni rien du tout. J'ai dit, écoutez, personne n'a donné le droit au niveau du gouvernement, n'a donné les instructions de venir casser vos maisons. On est en train de tirer les choses au clair. Cependant, avant de venir, j'ai appelé le maire du 9e, qui ne répond pas au téléphone. J'ai appelé son adjointe qui était en réunion. D'accord ? Et quand elle est sortie, je lui ai laissé un message. Quand elle est sortie, elle est venue me trouver au bureau. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, non, oui, cet endroit-là, c'est dévolu à un marché, et donc, c'est une réserve pour faire ceci, cela. J'ai dit, oui, madame, la réalité est là. Même si c'est une réserve, il faut qu'on fonctionne avec notre tête. La saison de pluie s'annonce. Hein? Et vous voulez qu'on casse et qu'on jette les gens à la rue, ils vont aller où? On peut, même si c'est une réserve, on peut surseoir à cela, attendre la fin de la saison de pluie et prendre la décision qui s'impose. Chercher, à travers notre commission, même nous, au niveau de l'urbanisme, de pouvoir les transférer sur un autre terrain, cette fois-ci, et qu'ils puissent faire leurs documents légalement et qu'ils y habitent. Et libérer l'endroit supposé être une réserve. Mais on ne va pas comme mais finalement, ça casser. c'en est une ou pas? C'est une réserve. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire très exactement. D'ailleurs, j'ai missionné les équipes d'aller sur place, de me ramener les documents qui dit qu'une partie a donné à Samafou Baba. Est-ce que réellement ces gens-là étaient sur ce terrain-là et l'erreur a été faite par nos techniques pour dire que c'est une réserve? Des cas comme ça arrivent. Je vous le dis, la direction de l'urbanisme, quand elle sort pour urbaniser tel endroit, selon les plans, tout de suite les équipes des affaires foncières disent, bon, ok, ici ça va être une réserve, ici ça va être une réserve, et des fois, sans tenir compte de la réalité, même s'il y a sur le terrain. Mais le maire du 9e vous accuse d'ingérence dans sa circonscription. De quelle ingérence? Non, c'est pas le maire du 9e, c'est le délégué, voilà. C'est le délégué. Ce délégué-là, il faut qu'il comprenne. Au lieu de s'attaquer à un ministre qui n'est pas de son rang. Un ministre, il est nommé par décret. Lui, on le désigne par arrêté. D'accord? Même s'il estime avoir raison, il ne faut pas qu'il mélange les choses. Je ne peux pas lui donner raison à 100%. Pourquoi? Parce qu'il mélange tout. Je ne peux pas lui donner de raison à 100% parce qu'il mélange tout. Mais il a au moins... Il a parlé dans une colère qui est la sienne, d'accord? Et je dénote espèce de populisme pour attraire ou attendrir qui, je ne sais pas, parce que des fois il mélange le chef de l'État, là, les ceci, cela.
Non. Il faut faire les choses sans pour autant faire ce qu'il a fait. Je suis allé constater. Avant d'aller constater, j'ai appelé les responsables de cette commune, qui est le maire qui ne répond pas, et la maire adjointe avec laquelle on collabore beaucoup, qui est venue, on a discuté. Attendez d'abord. Quelle sera l'issue de ce problème? Attendez. Il n'a qu'à se renseigner auprès de la mairie du 9e, ou bien nos portes sont ouvertes, qu'ils viennent vers nous, et on va trouver une solution, on lui dira ce qu'on pense. Mais pas s'arrêter comme ça, on va chasser les ministres comme un rat, les ailes, il s'en prend aussi à Takilal, et Takilal fait ce qu'il fait. On est d'accord, on n'est pas d'accord, il le fait et il dénonce assez souvent ce qu'il estime imparfait, ou même si des fois il engraisse tellement le sujet, mais il le fait. Donc, c'est pas une question d'aller sur sa circonscription. Moi, je suis ministre de l'urbanisme et de l'habitat, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Il n'y a pas un territoire et je n'ai pas de frontière d'aller ici ou de ne pas aller Monsieur ici. le ministre, dans la gestion de ce conflit, est-ce que vous avez failli pour que le délégué vous tienne un langage? Je n'ai pas failli. Je suis allé à la rescousse d'une population qui est désolée, d'accord, en leur disant, attendez, restez tranquille, on va essayer de vous trouver une solution. Est-ce que ça, c'est un problème? Je ne pense pas que ce soit un problème. Je vous dis, le délégué lui-même, s'il avait pris à bras le corps ce problème-là, est-ce qu'on viendra casser? Non. Des fois, il ne faut pas qu'on explique son échec en cherchant un peu des boucs émissaires. Il y a un autre cas également que vous avez cité, que j'aimerais prendre en exemple. Vous avez affirmé qu'à Fondoré, un colonel de l'armée avait à lui seul plusieurs cachets pour morceler des... Vous savez, dans le foncier, le réseau des faussaires est innombrable. Oui, mais comment avoir tous ces cachets sans la complicité du ministère? La complicité du ministre, c'est bien beau. Quelqu'un qui est, comment dire, est dans le faux ne peut pas avoir la complicité du ministre. Pourquoi? Sinon, s'il a la complicité du ministre, pourquoi il va faire un cachet? Pas du ministre, mais du ministère, des agents. Non, même s'il a un cachet du ministère, est-ce que les agents sont complices? Et pourquoi ils se cachent? Donc, si il a une certaine complicité au ministère, écoutez-moi, au ministère, je n'ai pas à me cacher. Quand on a appris, j'ai parlé de ce cas de ce colonel, mais il y en a tant d'autres, des circuits de faussaires avec lesquels on se bat. Ce colonel, à partir de 20h, commence ses activités. Il a des cachets, il a même des cachets de la mairie. Donc, on lui a envoyé notre directeur général des affaires foncières, M. Kadi. M. Kadi est venu le voir pour dire, oui, je suis intéressé par tel terrain. Il lui a mis le cachet et les mêmes documents que le ministère. Vous avez réussi à le voir? Oui. Il est arrêté? Il est arrêté. Donc, c'est pour vous dire simplement, il a soi-disant vendu ce terrain-là à M. Kadi. Tous, on a fait une réunion ici, on en a rigolé, parce que dans ces choses qu'on fait avec improvisation, il y a toujours des erreurs qui se glissent. Et donc, j'ai informé acquis de droit et on a envoyé les forces de l'ordre qui l'ont pêché là-bas. Lui-même, il l'a reconnu, d'accord, et il a été envoyé en prison. Et son réseau? Maintenant, c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut aussi convoquer tous ceux qui ont acquis des terrains de façon malhonnête. Vous avez une idée du chiffre? D'accord. Ah oui, il y a quand même une 50aine. D'accord? Et leur dire clairement que cette attribution-là est fausse. Cette donation est fausse. Et ils seront perdants? D'accord? Ah bah oui, s'ils ont fait de l'argent, ils n'ont qu'à le réclamer chez le colonel, mais pas à l'État. Certains essaient de faire des bras. On dit non, on n'est pas responsable de cette histoire.
allez-y réclamer votre argent, mais par contre, l'État récupérera ces terrains-là. Alors, de tous ces problèmes, vous indiquez avoir avisé la hiérarchie. Quand vous dites hiérarchie, de qui parlez-vous? Je suis sous tutelle de qui? Du Premier ministre. On avise la hiérarchie. Vous avez dit avoir Il y a envoyé des 3 choses, fiches qui sont restées sans suite. Oui, en prélude de la saison d'inondation, nous déjà ici, nous travaillons de ce que pense la population. Ah non, ils le font que quand la pluie commence par tomber, etc. Je dénote que Pilier, par exemple, ne communique pas, mais n'a pas cessé de travailler. D'accord, sur l'aspect urbanisme, sur l'aspect voirie, sur l'aspect, etc., etc. Tout ce que Pilier fait va à la mairie. Tout, à tout point de vue, matériel, intendance, logistique, tout va à la mairie. Et Pilier travaille toujours jusqu'à ce que la saison arrive. Nous aussi, au sein de ce ministère, vous allez aujourd'hui prendre nos différents directeurs, vous leur dites, hey, voilà la saison d'inondation, qu'est-ce qu'on fait? Ils vous diront en temps réel, monsieur le ministre, il faut qu'on gère cet endroit, il faut qu'on ferme ici, il faut qu'on fasse cela pour qu'on puisse de l'avant. C'est ce travail-là qui a été fait, envoyé à titre d'information. Voilà. L'État a d'autres priorités. Vous savez qu'on est un pays qui est la convoitise un peu de tous les terroristes autour du Tchad ou dans le lac Tchad, etc. Et il y a des priorités qui font que des fois, on n'a pas le temps. Qui dépassent le bien-être de la population? Non, le bien-être de la population passe par la sécurité, je vous le dis. Vous-même, si on n'est pas dans la sécurité, vous ne serez pas devant moi en train de m'interroger. Donc, l'aspect sécuritaire est important. Ensuite, cela est réglé, on peut maintenant regarder autre chose. Mais de façon globale, tout est fait pour la population. Et donc cette année, malgré les fiches que vous avez envoyées, est-ce que la population devrait s'attendre à une inondation si jamais la pluviométrie Vous savez, chaque année, les choses s'améliorent mieux qu'avant. Et ça aussi, on ne le voit pas. On attend que la pluie tombe, on va sur Adomtiere, on filme la flaque d'eau en tenté, on l'envoie dans les régions. Techniquement, qu'est-ce qui fait ça? Les caniveaux qui ont été faits à l'époque sont exigus. Ensuite, il y en a des caniveaux qui n'ont pas été curés depuis 10 ans. Je prends le cas de Ridina. Je prends le cas vers l'avenue d'Ibrin Kherala. Il y a des caniveaux qui n'ont pas été curés depuis plus de 10 ans. Et les caniveaux sont petits. Malgré le curage fait l'année dernière ou l'année avant-dernière, quand l'eau tombe, pour que l'eau puisse passer, il faut un temps. Et assez souvent, ça démontre quoi? Quand il y a des flaques d'eau dans ces endroits-là, on attend 3 heures à 4 heures, après il n'y a plus rien. C'est-à-dire que l'eau coule lentement. Maintenant, cela est un enseignement qui nous permet de voir clair les choses, de voir comment on peut remédier à ces problèmes-là. Et donc, soyons solidaires des travaux qui sont entrepris à divers niveaux pour permettre à ce que les choses s'améliorent. Mais il ne faut pas tout de suite vouloir taper sur les responsables. Et en plus, quand on leur pose la question, non, mais vous n'avez pas à faire... Non, mais on a le droit de vous interpeller. Oui, vous avez le droit de nous interpeller. Il y a des méthodes, il y a des démarches, ok? Et il y a des façons de faire. On a quelques crapules qui ne s'arrêtent pas simplement au seuil du ministère de tutelle. Ils vont jusqu'à caricaturer le chef de l'État grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ailleurs ça se passe, ces choses-là? Est-ce qu'ailleurs on peut s'amuser à faire ça? Même en France où la démocratie est ce qu'elle est, les journaux satiriques ont des limites.
ici, de façon impolie, d'accord, et rétrograde, on va jusqu'à faire ces choses-là. Moi, je vous dis encore, si sincèrement, ils n'en tenaient qu'à moi, mais ils vont vraiment souffrir. Lesquels? Ces gens-là, ceux qui font ça, ceux qui caricaturent le chef de l'État, ceux qui caricaturent le Premier ministre, ceux qui caricaturent les membres du gouvernement en train, grâce à l'intelligence artificielle, je vous jure, je vais en finir avec eux. Je vais en finir avec eux. Parce que ces gens-là ont besoin d'éducation. On a le droit de critiquer. On a le droit, mais critiquer les faits, pas les personnes. D'accord? On va jusqu'à toucher la vie privée du responsable. Ah non. Parlons des faits. Non. Avant-dernière question, monsieur le ministre. Avec tout ce que vous décrivez, conflit foncier, faux cachés, manque de ressources, des critiques qui fusent de partout, qu'est-ce que vous n'avez pas fait de façon personnelle qui contribue à tout ça? De vous, il faut persévérer, madame. Il faut persévérer et ne pas avoir peur. Il vous manque la persévérance? Vous, en tant que chef du département? Il me manque quoi? Est-ce qu'il vous manque la persévérance? Vous avez dit qu'il faut persévérer. Non, oui. Moi, je m'inscris à ça. D'abord, par nature, je suis une personne, quand elle n'a pas de résultat, elle n'est jamais assouvie. Je fais tout pour arriver à l'objectif. Voyez-vous? Donc, non, il faut persévérer et il faut faire ce qu'on dit. Donc, vous n'avez pas votre part de responsabilité dans tout ceci? Si, j'en suis responsable. Pourquoi vous dites ça? C'est une question. Non, mais je suis responsable et je l'assume. Vous comprenez? C'est pas ceci ou cela. Les décisions, c'est moi qui les prends ici dans ce bureau-là, et c'est moi qui donne les instructions pour aller faire ceci en respectant les textes. Est-ce que des fois ces problèmes-là vous ôtent le sommeil, monsieur le ministre? Oh, je dors tranquillement et je me rase même aisément. Donc de ce côté, non. Ce qui m'ôte le sommeil, c'est quand je vois des familles à la rue. Ce qui m'ôte le sommeil, c'est quand je vois des cas d'injustice. Et ce qui m'ôte le sommeil, c'est quand je me dis, oula, j'ai failli, j'ai pas pu aider le chef de l'État. Vous n'avez pas pu aider le pays ou le chef de l'État? Le pays et le chef de l'État. Les deux vont de pair. Ce sera votre dernier mot? Mon dernier mot, non. Je dis bien, hein, tout ce qu'on fait est pour le bien-être de la population. Tout ce qu'on fait, à divers niveaux. Tous les membres du gouvernement, quand vous les voyez descendre sur le terrain, avec les difficultés du terrain, avec les difficultés qui trouvent devant eux, tout le monde a pour objectif le bien-être de la population. Le chef de l'État nous le dit à chaque fois qu'on a l'occasion d'être devant lui. D'ailleurs, il nous dit clairement, arrêtez de voyager n'importe comment. Arrêtez d'aller que pour des petits séminaires qui ne ramènent rien au Tchad. Allez-y dans le Tchad profond, écoutez la population. Vous voyez, ne serait-ce que cette phrase-là veut dire tout. Hein? Donc, tout le monde est inquiété, cherche vraiment des solutions pour la population. Et donc, nous demandons aussi à la population d'être solidaire de son gouvernement. C'est pas parce que, par orientation politique, je m'oppose au système politique, donc, quoi qu'il ait fait, je botte en touche. Non. Que ce soit tout le monde, je le dis, hein, quand on est ensemble, on cherche le bien-être de la population. Donc, je demande qu'il y ait une certaine solidarité. Il peut y avoir des incompris, il peut y avoir d'autres choses, mais si on est solidaire, on trouvera les solutions et on va aller vers la recherche de la vérité. Passé un temps, l'État prend ses responsabilités. Et donc, l'autorité de l'État doit sévir. Tant que je serai dans ce ministère, je serai le plus transparent qui soit. Et je communiquerai sur ce que je fais.
avec mes cadres, d'accord, mes techniciens, je vais communiquer en temps et en heure. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a que la vérité qui peut nous porter vers le haut. Quand il n'y a pas de vérité, on se fait des erreurs et après, rien ne passe. En tant que personnalité publique, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, mais qu'il dise la vérité. Disons les choses comme ça. On s'attaque au Premier ministre, on s'attaque au Président de la République, au ministre, etc. OK. En tant que citoyen, il y a des revendications. Attaquez-vous aux autres par rapport à ce qu'ils font, pas par rapport aux faciès des uns et des autres qui ne vous plaisent pas. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin, même s'il y a beaucoup de choses à dire encore. J'espère qu'on aura l'occasion un jour de pouvoir dire d'autres choses, et j'espère de la façon la plus clairvoyante, de la façon la plus aisée, joyeuse, et qui puisse porter notre pays vers le haut et satisfaire l'opinion publique. Merci. Satisfaire l'opinion publique. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mamate Sile Kalata. Merci à vous, et merci à Tchad Info de s'être déplacé jusqu'au Matu pour pouvoir recueillir notre avis. Merci. C'est un honneur. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez reçus chez vous. Prenez soin de vous et à bientôt pour un autre numéro d'entretien exclusif. Bonsoir.